Je voulais attendre Grenier, le générique, et c'est bon. Parce que je vois les viewers qui baissent. C'est bon, eh bien bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour la 4e de Tribun, émission politique qui continue son petit bonhomme de chemin. Et on attend Benjamin qui va arriver d'ici quelques secondes. La porte est là, elle va s'ouvrir d'un seul coup. On va la voir avec la caméra. On est comme ça en stress terrible, mais Maïté est déjà là et on remercie Maïté d'être déjà présente. Merci Maïté. Toujours présente. Rapproche-toi légèrement du micro, voilà. C'est normal, tu vas t'adapter au fur et à mesure, aucun souci. On va parler ce soir, évidemment, en première partie de questions d'actualité. Voilà, l'actualité de ces dernières semaines, parce qu'on ne s'est pas vu depuis quelques temps aussi, donc on va rattraper tout cela. Et puis après, en deuxième partie, on va parler de ce grand dossier lié à la précarité étudiante et à la condition économique des étudiantes et des étudiants, avec ce débat qui s'annonce haletant entre Maïté qui va se présenter d'ici quelques instants et Benjamin qui va arriver, la porte va... On est là, c'est comme le Messie qui arrive, c'est incroyable. Ah oui, on va Il l'attendre, se fait là. désirer ce jeune homme. Mais Maïté, tu vas d'abord te présenter, voilà, tranquillement, et puis après on espère qu'il arrive. Maïté, c'est à toi, je t'en prie. Oui, alors moi ça va être très court en fait. Je suis Maïté, je travaille du coup dans le domaine magnifique. C'est pas possible, Voilà. mais quel homme! Oh là là. Bravo! L'homme qu'on n'attendait plus. L'homme providentiel. Le Messie, je t'en prie, assis-toi là. Le direct est lancé. Bonsoir. Elle a eu le temps de bien déjà t'assassiner comme il faut, donc Oui. on commence Pas sur trop de bonnes bases. essoufflé? Si. Le RERB, pardon, tout ça. C'est le RERB qui a merdé. Hein. Toujours. On en fera au mois de en septembre fera un thème, ouais. un thème là-dessus. Hein. Émission Et tu auras 33. toute ta place et tu pourras raconter toute ton expérience là-dessus. Maïté, je t'en prie. Oui, Vas-y. donc je disais, je travaille dans la finance et je suis analyste financière. Et à côté, je fais les cours Florent. C'est pour ça que je connais Loïc. Voilà. Exactement. Et puis tu as toute ta place pour nous raconter aussi ton expérience par rapport à la précarité étudiante, comment tu l'as vécu, et puis un regard aussi intéressant, parce qu'on a eu de nombreuses discussions ensemble, et un regard très intéressant sur l'actualité, et ce qui fait l'actualité, un regard très très pertinent. Voilà. Est-ce que tu veux que je me positionne par rapport à mon statut en tant qu'étudiante tout de suite ou Non, ce tu sera pourras plus le faire tard, voilà, en au deuxième cours de partie. l'émission, bien sûr, D'accord. il n'y a pas de souci. Et puis, alors, un retour, il était là pour la première, et il revient pour la 4e, monsieur Benjamin Grenier, je t'en prie. Présente-toi, représente-toi pour les viewers, les nouveaux qui arrivent, qui... Bonsoir, est-ce qu'on m'entend bien? Parfaitement, oui. Ok. Bonsoir à tous. Alors, Benjamin Grenier, j'ai eu l'occasion effectivement d'inaugurer l'émission il y a maintenant 3 mois. 3 mois déjà. Donc voilà. Je suis toujours étudiant ici à Gustave Eiffel. J'ai bientôt 22 ans. Et donc, sur la question, sur le sujet... bonsoir, pardon. Sur le sujet de ce soir, j'ai eu l'occasion effectivement de m'engager à plusieurs reprises dans le milieu universitaire. J'ai été élu pendant 3 ans au conseil d'administration de l'université de Picardie, pendant 2 ans au conseil d'administration du Crous, Amiens-Picardie. Et à l'heure actuelle, j'ai la chance d'être apprenti, d'être stagiaire à la direction régionale Hauts-de-France de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, on va dire ça. Pas trop impressionné, Maïté, ça va? Tout va bien? Oh bah je suis là en touriste de toute Oh, façon. mais ne te dévalorise pas comme ça, enfin! Mon Dieu. Moi, j'ai Bois 6 ton heures verre de d'eau, train, je donc, t'en prie. Hein. Il est arrivé de Noisy-Champs en courant, là, donc... premier verre d'eau depuis ce matin. Oui. Ça fait du bien. Bien, première partie de cette émission, on va parler des questions d'actualité et on va commencer tout d'abord, évidemment, et on voulait en parler très brièvement du drame de la semaine dernière à Annecy. On ne veut pas faire de récupération politique, ce n'est absolument pas le but, simplement témoigner de notre pensée aux victimes de cette effroyable attaque. Et je vous laisse la parole simplement pour également... Oui, bah également tout mon soutien aux victimes et à leurs familles.
Et aussi, je voulais dire que la récupération politique, je pense que ça ne permet pas... Ça efface en fait peut-être le deuil des familles des victimes et je trouve que c'est toujours assez, on va dire, indélicat en tout cas vis-à-vis des familles. Et moi j'avais suivi aussi l'affaire de Lola Davé parce que dans mon domaine financier en fait on avait eu beaucoup de cagnottes en lien avec ça. Et du coup, en fait, j'ai suivi pas mal l'affaire. Il y a eu beaucoup de récupération et je trouve ça plutôt déplacé et assez dommageable. Benjamin ? Oui, sur le fond, je suis d'accord. Je pense que il faut un certain temps. Déjà, le temps de deuil, Dieu merci, il n'y a pas de mort déjà. Oui. Ça aurait pu être pire. Non, mais c'est pas grave. Après, effectivement, la récupération dans les premières heures, je pense à Aurore Berger, qui quand même a fait l'unanimité de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche sur son immonde récupération. Effectivement, je pense qu'il faut un certain temps d'adaptation. Après, faudra peut-être en retenir les leçons et se poser effectivement les questions qui ont pu amener à malheureusement ce drame qui n'est ni le premier et, soyons honnêtes, probablement pas le dernier. Mais effectivement, oui, je pense qu'il y a un certain temps déjà de respect pour les familles, pour les enfants, les bébés, et d'ailleurs même qui sont encore à l'hôpital. Voilà. Et heureusement, leur état a été stabilisé. Effectivement. C'était une bonne nouvelle. Voilà. Et c'est pour ça qu'on s'inscrit pleinement dans ce temps de respect, mais on voulait en parler brièvement pour apporter tout notre soutien. On va parler des élections en Turquie. C'était le fil rouge un petit peu de la dernière émission. On en avait parlé avec le député Maxime Lenné. On était juste au lendemain du premier tour et donc l'élection a eu lieu. Et Recep Tayyip Erdogan a été réélu de justesse face à Kılıçdaroğlu. Ça s'est joué à très peu. C'est une élection intéressante à suivre, des enjeux nationalistes au plus haut point qui se sont dégagés. Qu'est-ce que vous en pensez, vos réactions par rapport à cette élection ? Et puis, les perspectives d'avenir, qu'est-ce que va ressortir de cette élection pour les années à venir, à la fois pour les Turcs et puis pour l'Union européenne et pour la position de la Turquie dans le monde ? Benjamin ? L'élection en tant que telle, je pense que beaucoup l'ont déjà commenté et que je pense qu'à peu près tout a été dit. Bon, la Turquie, ça n'étonne personne que c'est un État autoritaire, bien que effectivement Erdogan ait été quand même pas mal contesté dans son pays, et je précise dans son pays, notamment du fait de ces dernières années qui ont été un petit peu compliquées pour la Turquie. Leur inflation est à 45%, ce qui est immense. Ils ont un chômage à 15%, en comparaison en France c'est 7%, et la Turquie a plus d'habitants que nous. Et c'est un pays très jeune, donc quand même qui a les capacités d'employer. Cette élection, elle a été un enjeu d'abord effectivement pour la question de l'Ukraine, puisque avec justement l'État ukrainien, la Turquie possède la plus grande zone économique exclusive en mer Noire, et elle va se positionner effectivement lorsqu'il va s'agir de parler de pourparlers qui tendraient, je l'espère, vers la paix, comme étant l'un des acteurs majeurs et un des acteurs qu'on ne pourra pas détourner du regard. Pour accéder à la mer Noire, il faut passer par le détroit du Bosphore, qui est contrôlé à 100% par la Turquie. Là où c'est aussi très intéressant, c'est sur la question du positionnement par rapport à l'Union européenne, et notamment la puissance de la diaspora turque. Il y a en France entre 1 et 2 millions de Turcs, dont 800 000 qui ont la binationalité. Et aux dernières élections de 2023, quasiment 400 000 étaient inscrits sur les listes pour voter. Et ce qui est assez frappant, c'est que à l'international, il n'y a aucun pays où M. Kılıçdaroğlu, oui. Voilà, est arrivé en tête. Et il y a même une statistique que j'ai trouvée très intéressante. Dans le Puy-de-Dôme, 91% des Turcs qui sont allés voter, donc environ 3000, ont voté pour Erdogan au premier tour. En Allemagne, il est arrivé avec plus de 70% au premier tour, ce qui pose la question de savoir finalement jusqu'où cette diaspora pourrait aller, puisque en tant que telle, je pense qu'elle ne représente pas un danger particulier, mais Erdogan pourrait en jouer. Et notamment, je pense à l'Allemagne, qui est quand même toujours le moteur de l'Union européenne, et qui pourrait en fait céder face à des pressions effectivement nationalistes,
Ce à quoi on pourrait ajouter que là où l'Allemagne se détache de la France, c'est que nous, ici, nous avons en plus de ça une forte communauté arménienne et que la question de l'Azerbaïdjan, en fait, doit se poser puisque l'Azerbaïdjan achète du gaz à la Russie à bas prix et comme nous refusons de l'acheter à la Russie, nous l'achetons à l'Azerbaïdjan. Ce qui, au vu de la situation actuellement dans le Caucase, est un petit peu ironique, voire même, on pourrait le dire, profondément hypocrite. Donc il y a plusieurs questionnements qu'il faut se poser. Et c'est peut-être ça, je pense, surtout le plus important à noter et à retenir, en tout cas de notre point de vue. D'un point de vue international, je pense que c'est relativement une bonne nouvelle que Erdogan soit réélu, puisque ça permet de la stabilité et ça maintient, désolé de le dire, un homme fort au pouvoir en Turquie, ce qui est important pour négocier face à des gens comme Vladimir Poutine. Maïté, ta réaction, toi d'abord sur donc, ces élections et puis sur la question de cette diaspora et de son importance dans les années à venir. Après, je suis assez d'accord avec ton analyse du coup à ce niveau-là en fait. En tout cas, au niveau de l'impact et le fait que la politique, enfin, le fait qu'il y ait une stabilité en fait politique au niveau de la Turquie et du fait qu'il a déjà, on va dire, une discussion privilégiée avec Poutine. Donc, ça nous est assez utile en tout cas à l'international. Après, effectivement. Je sais pas si vous aviez regardé les nombreux reportages d'Arte, en fait, il y avait quand même, on va dire, une volonté de peut-être sortir de ce totalitarisme pour la population en fait turque et peut-être aller vers plus de modernité, parce que en fait, quand même, sa politique interne, notamment par rapport au taux directeur, c'est ça qui en fait a créé quand même l'inflation. Et puis aussi sa mauvaise gestion lors du séisme en Turquie. Il y a eu beaucoup de manquements en fait, donc ce qui se voit en tout cas au niveau des votations en Turquie. Donc c'est là où c'est pas surprenant, mais bon ça a déjà été dit et redit je pense. Mais en tout cas au niveau géopolitique, le fait que ce soit un nouveau Erdogan, c'est pas forcément mal vu en soi. Voilà ce que je peux en dire. Vous avez plutôt la même analyse d'ailleurs sur le plan géopolitique et on verra par la suite ce qu'il en ressort évidemment et puis sur le plan international. Deuxième actualité, la question du harcèlement scolaire qui on en entend beaucoup parler dans les médias, évidemment, médias traditionnels, mais aussi sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une question qui a émergé il y a plusieurs semaines. Maintes affaires qui en sont ressorties, des affaires dramatiques, évidemment. Une question qu'on pourrait se poser par rapport à toutes ces affaires, on ne peut pas les citer parce qu'il y en a tellement et elles sont toutes aussi dramatiques l'une des autres. Comment endiguer ce fléau du harcèlement scolaire ? Est-ce que vous avez des propositions ? Est-ce que vous avez réfléchi à des propositions sur cette question, Maïté ? En soi, on voit que le gouvernement a tenté de se saisir de ce sujet qui est éminemment complexe, parce que c'est toujours des effets de groupe, en fait. Donc, c'est quelque chose qui peut apparaître de n'importe quelle manière, en fait, sur n'importe quel sujet. Donc, c'est là, en fait, qu'il y a des besoins de formation, mais pas seulement des enseignants. Parce que là, actuellement, en fait, ce qui a été proposé, c'est des formations des enseignants. Et en fait, beaucoup d'enseignants se plaignent que cette formation n'est pas, on va dire, ils auraient besoin de plus de temps de formation et aussi ils auraient besoin de plus d'intervention en fait, parce que il y a besoin de former aussi les élèves. Donc je pense après qu'ils communiquent les numéros d'urgence. Donc on va les rappeler ici, donc le 3018 et le 3020. Et donc c'est important de les rappeler. Et donc aussi, donc il faudrait inscrire les formations dans la durée en fait auprès des élèves en tout cas. Ça je pense que c'est important, mais ça nécessite des moyens. Et il faut les mettre en place en tout cas. Par exemple, ce qu'avait annoncé Pape Ndiaye sur cette heure
consacrée donc à ces questions du harcèlement scolaire. Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que c'est malheureusement pas assez et ce n'est qu'un coup de com' parmi tant d'autres? Ça va dans le bon sens, mais c'est pas assez en fait. Il faudrait beaucoup plus, mais comme beaucoup d'autres sujets en fait. C'est comme on voit sur l'éducation sexuelle aussi en fait. Il faudrait beaucoup plus de temps dessus. Parce que moi, je me souviens qu'à mon époque, on était la génération SIDA, donc en fait, on nous éduquait beaucoup sur le fait. Enfin, c'était dans les médias, c'était à la télé, tout ça. Donc les gens utilisaient les préservatifs, c'était très facile d'accéder à ça. Mais je vois qu'il y a une régression auprès des jeunes dans l'utilisation des préservatifs. Donc ça, actuellement, en fait. Donc je pense que c'est le même genre de choses en fait. Il faudrait vraiment plus de formation, plus de rabâchage à la fois auprès des élèves, à la fois auprès des enseignants. C'est vraiment des cellules dédiées à ça. Ça existe déjà, mais c'est pas assez en fait. C'est pas assez. Benjamin? Alors, ironie du sort, j'ai eu l'occasion très récemment, la semaine dernière, de participer, en tout cas d'assister à un compte-rendu du Césaire, donc c'est l'équivalent du CESE au niveau régional, sur les questions principalement du harcèlement. Il y avait plusieurs élus de la métropole européenne de Lille, et quelque chose m'avait frappé, c'est que personne n'avait employé le mot de responsabilité, et notamment de responsabilité des adultes dans la question. Moi, je pense pas qu'il faille, en tant que tel, absolument criminaliser les enfants, parce que la plupart des enfants sont rarement, je dis bien rarement, il y a des cas malheureusement où c'est le cas, conscients de ce qu'ils font, et c'est important de rappeler un fait, c'est que la plupart du temps, le meneur, il y a toujours un meneur chez les enfants qui harcèlent. Il y en a un qui, si du jour au lendemain il arrête, les autres arrêteront. C'est que le meneur en question est généralement quelqu'un qui a lui-même été harcelé auparavant, ou qui a une enfance, on peut le dire, catastrophique, un schéma familial catastrophique. Moi, je m'étais plus pensé sur la question juridique, plus que sur la question des formations, etc. Je me souviens notamment qu'une élue de la métropole européenne de Lille, je ne citerai pas son nom, notamment parce que je l'ai oublié, avait proposé des cours d'empathie. Je ne vais pas vous mentir, je ne pense pas que c'est ce qui va sauver le monde. Et en plus de ça, Papien Ndiaye, à l'image un petit peu du gouvernement depuis quelques années, c'est juste des experts de la communication, et encore, ils ont du mal. Juridiquement, il y a une différence, par exemple, entre le harcèlement scolaire et la violence scolaire. La violence scolaire, c'est globalement, vous vous battez et vous vous blessez. Le harcèlement, c'est une action répétée de violence symbolique, physique ou verbale, et généralement les trois mélangés. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que les établissements sont obligés juridiquement d'invertir le procureur de la République en cas de harcèlement. Mais là où ça bloque, c'est au niveau de la responsabilité. D'une part, la responsabilité des établissements. Il y a, en matière de droit administratif, ça va être un petit peu chiant, ce qu'on appelle la faute de service et la faute personnelle. La faute de service, c'est lorsqu'un fonctionnaire, dans le cadre de sa fonction, faute par inadvertance ou par méconnaissance, et c'est l'État qui doit indemniser, c'est l'État qui devient coupable des faits qui lui sont reprochés. La faute personnelle, c'est effectivement lorsque on passe donc à un tribunal administratif ou un tribunal civil, et où en fait c'est la personne en son nom qui, par une erreur, est poursuivie en justice. Aujourd'hui, quasiment aucune direction d'établissement n'est poursuivie en justice en cas de harcèlement. C'est soit l'État qui paie, soit il ne se passe rien. Et c'est même pire que ça, c'est même, je trouve, profondément criminel, c'est que dans la plupart des cas, en cas de harcèlement, la première personne qui va être impactée, c'est l'enfant harcelé avec qui on va demander soit de changer d'établissement, soit à qui on va demander de rester chez lui. Et c'est ce qui se passe dans les principales affaires. C'est ce qui se passe dans les principales affaires. Et arrivé au moment fatidique où on a un enfant au bout d'une corde, on les interviewe et ils viennent nous dire « Ah mais on a tout fait pourtant ». Ben, la preuve en est que non. Si vous aviez tout fait, on aurait probablement des enfants qui seraient encore en vie. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est faut-il faire évoluer le droit justement pour que les directeurs d'établissement, voire les CPE, voire les psychologues, deviennent pénalement responsables, merci, en matière, lorsqu'il y a des faits de harcèlement.
Aujourd'hui, il n'y a quasiment rien pénalement là-dessus, puisque les seules sanctions pénales concernent les harceleurs en tant que tels. Par exemple, quand l'auteur est mineur et qu'il y a un ITT de plus de 8 jours, on va faire 2 ans et demi de prison et ça peut aller jusqu'à 7 500 € d'amende. Si l'auteur est adulte, la peine majeure, c'est-à-dire en cas de suicide ou de tentative de suicide de l'enfant, c'est 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Et donc moi je pense qu'il faut d'abord poser cette question de la responsabilité des établissements. Ensuite, il y a les responsabilités, c'est celle des parents. On a depuis maintenant, il y a un phénomène depuis maintenant 15-20 ans, c'est les parents qui se défaussent de toute responsabilité sur leur enfant. L'excuse de Papi Ndiaye, ça a été oui, mais vous comprenez, quand les enfants rentrent chez eux sur les réseaux sociaux, c'est plus du cadre de l'éducation nationale. Et bien de ce point de vue-là, il a tout à fait raison. C'est du cadre de la vraie éducation et pas de l'instruction, c'est-à-dire que c'est aux parents de surveiller, ça existe, ça s'appelle le contrôle parental, de surveiller ce que font leurs enfants sur les réseaux sociaux. Et même au-delà de ça, de se poser la question fatidique de faut-il donner un iPhone à un gamin de 12 ans ? C'est ça sans regarder ce qu'il fait. Et je pense que cette question de la responsabilité, elle doit se poser. Et comment agir là-dessus ? Bon, on a parlé déjà juste Maïté par rapport à tout ce qu'il vient d'exprimer, est-ce que tu t'inscris en accord avec lui ou est-ce que sur Je suis en partie d'accord. Il y a une partie où je suis plutôt d'accord, mais après, moi, je pense qu'il y a aussi un manque de moyens. Parce qu'effectivement, on peut rendre les établissements coupables et responsables, en tout cas, de ces manquements. Mais si on met pas de moyens à côté pour faire la formation, en fait, ça va être juste répressif et pas... en fait, en soi, je pense que... en gros... Si les deux actions sont faites ensemble, je suis d'accord. Mais l'éducation nationale, c'est déjà le plus gros budget. On peut jeter toujours plus d'argent par les fenêtres. C'est pas parce que c'est le plus gros budget que tout est alloué au bon endroit. En fait, c'est toujours une histoire de bonne redistribution. Et je pense qu'il faut allouer aux bons endroits les moyens. Et après, par rapport au téléphone et tout ça, effectivement, je suis d'accord en partie avec ce que tu dis, mais je vois bien, avec mes collègues qui ont elles-mêmes des enfants, que c'est très compliqué en fait de ne pas se conformer à la norme, d'avoir un iPhone dès le collège, de ne pas avoir déjà une tablette. J'ai beaucoup de collègues en fait dont l'enfant a même pas 3-4 ans et a déjà une tablette pour enfants, certes, mais où elles ne savent pas forcément comment régler pour avoir le contrôle parental. Parce qu'en fait, tout le monde déjà... être formé à ça, tous les parents ne le sont pas, en fait. De savoir comment bloquer les appareils, comment... donc... Parce qu'eux-mêmes sont issus d'une génération où Internet venait d'émerger, donc du coup, ils ont été abreuvés par ça. Et puis ils savent pas comment faire, quoi. Il n'y a pas de... Bien sûr. Il y a une forme de... Oui, ils sont dépassés, en fait. Et même le contrôle parental, malgré tout, tu vois, il peut être détourné, on va dire. Mais en tant que tel, dans ce cas-là, ok, les enfants peuvent amener leur téléphone à l'école. Moi, j'ai été en école, puis au collège catholique, privé donc. Quand je rentrais en classe, on devait laisser notre téléphone à l'entrée. C'est une action bête. Après, si l'enfant s'y plie pas, écoutez, tant pis pour lui, il sera puni. Mais déjà, je pense qu'en matière de concentration, ça aiderait. Et puis aussi parce qu'au bout d'un moment, ça les apprendrait à s'autonomiser du téléphone. Et là où finalement, sur la fin, je te rejoignais, c'était effectivement, il est nécessaire de sensibiliser. Notamment, alors c'est une députée de la NUPES, j'ai oublié son nom malheureusement, qui était intervenue mardi dernier, pas cette semaine avant, sur la sensibilisation à la Convention internationale des droits de l'enfant de l'UNICEF, qui a été signée et ratifiée, donc qui s'applique au droit français, et qui en fait instaure un certain nombre de droits aux enfants, comme par exemple le fait que tous les enfants doivent être protégés de toute forme de violence, qu'elle soit physique, psychologique, ou que tous les enfants ont le droit à être entendus et que les adultes ont l'obligation de les écouter. Mais malheureusement, ça n'est pas appliqué. On aura une question aussi d'un viewer. Ouais. Tu veux le faire maintenant, merci Théo. Ou... Pardon ? Tu veux le faire maintenant ?
Ouais. Ou tu Et veux bah passer ça me un donne été l'occasion de te saluer déjà, Oui. de te dire bonjour. Bonjour, Loïc. Bonsoir Théo. Bonsoir Théo. Bonsoir à tous. Voilà, derrière son petit écran Oui. de maître. On a une question Dis-moi. de NDMT44. Qu'on salue, Bah oui. parce qu'on connaît qui c'est. Et il n'est C'est- pas convaincu de l'efficacité de former des enseignants. Et lui, il verrait plutôt que la solution, ça serait de revoir le modèle du rapport à l'autorité, qui s'est effondré selon lui au sein de l'éducation nationale ces dernières années. Et du coup, il parle de ça. Il dirait que ça serait plutôt l'autorité par rapport aux enseignants qu'il faudrait revoir. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça? Maïté. Bah, je vois pas le rapport en fait entre le rapport à l'autorité par rapport à l'enseignant et le harcèlement avec ses camarades en fait, parce qu'on peut très bien être tout à fait obéissant à ses enseignants comme ce que je veux dire, le harcèlement ça date pas d'aujourd'hui. Quand on regarde je veux dire nos grands-parents moi j'ai mes grands-parents qui ont pu avoir des cas de harcèlement dans leur enfance. C'était des fois parfois un peu plus vénère que ce qu'on voit aujourd'hui dans les faits de violence. En soi, je vois pas le rapport. Voilà, c'est... Bon, c'est clair. Est-ce que quand même il n'y a pas un manque d'autorité des professeurs? Est-ce que ça joue pas cette question? C'est très possible en fait, ça a changé. On n'est plus dans des rapports aussi Bien hiérarchisés sûr. qu'avant. Mais après, c'est un choix Parce que le harcèlement évolue aussi, ce n'est pas le même C'est harcèlement ça. qu'avant, et donc d'autres... Il est plus diffus aujourd'hui, Voilà. en fait. Il se répand sur Internet et tout ça. En fait, il est peut-être un peu plus psychologique qu'à une époque où c'était vraiment des faits de violence. Bon, il y en a encore aujourd'hui, Bien sûr. malgré tout. C'est pas la question. Le harcèlement, en fait, c'est quelque chose qui a existé, qui existera potentiellement toujours. Parce que c'est des effets de groupe, en fait. En tant qu'êtres sociaux, on a tendance à se laisser parfois emporter. Voilà. Des psychologues pourraient vous expliquer ça mieux que Bien moi. sûr. Mais en tout ça, c'est quelque chose qui existera et toujours. Et je vois... Enfin, moi, par rapport à la hiérarchisation... et au fait d'être plus soumis, en tout cas, au professeur ou l'instituteur, comme à l'époque, je pense pas que ça va résoudre, en tout cas, ce sujet du harcèlement. Après, effectivement, en fait, le changement de rapport est lié aussi au changement sociétal qu'on a. Et en fait, c'est une évolution qu'on doit faire. Et comme on est dans une période de transition, on est encore en train de se chercher en fait au niveau du rapport à l'élève prof. Bah, effectivement, il y a des loupés, il y a des ratés. Mais à un moment donné, on arrivera peut-être à quelque chose de stable. Bien sûr. Le viewer qui a posé la question, je crois, a réagi. Oui, il a dit que il parlait aussi que en fait le harcèlement ne se jouait plus essentiellement à l'école mais sur les réseaux sociaux. Oui. Donc voilà, il voulait juste ajouter ce point-là. Benjamin, par rapport à ce qui vient d'être dit par Maïté. Le mot c'est ça, hein, c'est le problème des changements sociétaux. C'est pas que à l'école en fait qu'il y a des problèmes. Enfin, je veux dire, quand en une semaine et demie vous avez des antifascistes qui leur balancent des molotovs sur des policiers et un défilé néo-nazi dans Paris, faut se poser la question de l'autorité de l'État en fait, de façon générale. Il n'y a pas véritablement aujourd'hui en fait, Dieu merci, le respect s'est substitué à l'autorité. Il y a encore beaucoup de gens respectueux, mais il n'y a quasiment plus de figure d'autorité en tant que telle. Je pense que c'est assez vrai, mais après, est-ce que... Là, j'ai envie de dire, est-ce que... Enfin, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des figures d'autorité, mais j'avouerai que, personnellement, je crois que le fait d'aller vers quelque chose de peut-être plus... Ce sera jamais homogène, mais peut-être quelque chose de plus horizontal, ça peut être intéressant. En tout cas, quelque chose... Voilà, c'est un avis personnel. Tu as l'air un peu dubitatif, mon Oui, cher. sur l'horizontalité. Oui, je dis pas qu'on y arrivera. Hein. Oui. C'est très utopique. Mais il faut. Dernier sujet d'actualité avant de passer à la seconde partie et à notre grand dossier sur la précarité étudiante. La décision de Yael Braun-Pivet la semaine dernière de ne pas aller au vote de la proposition de loi de Liot sur la réforme des retraites. On a voulu parler de ce thème-là parce que, pour se poser la question, est-ce que c'est simplement une peur que
la proposition de loi aboutisse, ou simplement, pour aller plus loin, est-ce que c'est véritablement un déni de démocratie? Benjamin. Écoutez, un petit peu des deux. C'est-à-dire que, d'une part, je pense que... je vais d'abord commencer par un coup d'honnêteté. Moi, je suis contre cette réforme des retraites. J'ai d'ailleurs l'occasion d'en parler ici il y a de ça 3 mois, justement. Après, la question était nécessaire de se poser. Fallait-il une réforme des retraites? Moi, je reste persuadé que oui. Celle-ci, je reste persuadé que non. On rappelle juste le schéma de réforme que tu voulais. C'était une réforme avec la capitalisation pour les plus hautes retraites, pour pas qu'elles ne pèsent sur ceux qui ont travaillé le moins, c'est-à-dire les femmes nées avant les années 70, ou en tout cas avant les années 80, soyons larges, et puis ceux qui ont commencé à travailler tôt. Puisque effectivement, c'est toujours bon de rappeler que nous finançons des retraites à 3 500 voire 4 000 euros. Donc des retraites de gens qui n'ont pas d'argent à perdre. Enfin, qui peuvent se permettre en tout cas. Après, la question justement de ce retrait de proposition de loi, il y a 2 choses d'abord à mettre sur la table. Est-ce qu'elle avait le droit de le faire? Oui, elle a entièrement le droit de le faire. C'était tout à fait constitutionnel d'interdire. C'est l'article 40 de la Constitution. Je ne vais pas le rappeler, mais grosso modo, les propositions et amendements faits par les membres du Parlement, donc Assemblée comme Sénat, ne sont pas recevables à partir du moment où elles feraient perdre des recettes fiscales à l'État. Or, le retour... Maintenant, la loi pour les 64 ans avait été promulguée. Le retour à la loi au schéma précédent, c'est-à-dire la retraite à 62 ans, nous faisait perdre mathématiquement 15 milliards d'euros. Donc juridiquement, elle avait entièrement le droit de le faire. Maintenant, avait-elle le devoir de le faire? Je pense que oui. Elle a été contrainte de le faire, non? Oui, mais il faut donner un semblant de démocratie. Ouais. De toute façon, la loi ne serait pas passée. Mais elle avait aussi le devoir de le faire. Parce que je pense que c'est plus criminel de ne pas faire de réforme des retraites que d'en faire une qui n'est pas parfaite et que l'on pourrait modifier à l'avenir. Puisque effectivement, dans cette réforme des retraites, il n'y a pas de capitalisation. Il y a eu un manque cruel de communication. Quand ça a été fait avec une manière si chère aujourd'hui à la majorité présidentielle. Ça a été fait avec un grand manque de respect. Il n'y a pas de cohérence. Jusqu'au dernier jour de débat, on ne savait pas si ça allait nous coûter 2 milliards, 25, on ne savait pas. Mais je pense que oui, le pire, ça aurait été pas de réforme des retraites du tout. Parce que si on faisait un retour à 62 ans, il fallait savoir, puisque c'était dans la proposition de loi du groupe Lyotte, il nous expliquait que c'est pas grave, on va refinancer les retraites avec les actifs. Le problème, c'est qu'à partir de 2027, il y aura plus de retraités que d'actifs. Donc il y a 3 solutions. Soit on diminue les retraites, je pense pas que ce soit particulièrement judicieux, soit on augmente les cotisations en fait, des actifs. En matière de pouvoir d'achat, ce serait catastrophique. Soit on taxe les entreprises ou les riches. Généralement, on confond les deux. Alors que même que ce sont les premiers à recruter, puisque quelqu'un qui est au chômage, naturellement, ne cotise pas pour les retraites. Donc plus il y a d'actifs, plus il y a de cotisants. Charles de Courson, je pense, a juste voulu faire un coup de com', en fait. Il a découvert la lumière et il ne veut plus la quitter. C'est dit. Non, mais c'est même pas dit, c'est un fait. Je pense qu'il est devenu une espèce de... Puisqu'en plus de ça, même encore aujourd'hui, personne ne le connaît. Il est devenu une espèce de populiste impopulaire. C'est-à-dire quelqu'un qui dit ce qu'il faut dire, mais que personne n'écoute. D'accord. Bah, dis donc, tu te lâches ce soir sur Monsieur de Courson. C'est des petites balles perdues comme ça. Maïté sur la question du déni de démocratie et puis sur son argumentaire à lui et sur une phrase qu'il a dite, ça aurait été plus criminel de ne pas faire de réforme que d'en faire une
où on peut la modifier. Par rapport à ça, quelle est ta position là-dessus? J'avoue que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que dans le sens où, en fait, euh, voilà, c'était peut-être pas la réforme à faire en soi, donc autant faire la bonne tout de suite, plutôt que d'en faire une. Ah oui, mais dans ce cas-là, il fallait mieux voter. Oui. Ah, j'ai fait ma part. La part du boulot, Pardon. Mais du coup, voilà, effectivement. Après, donc, pour revenir en fait sur le déni de démocratie, en soi, en fait, bon, on est dans le régime de la 5e. Ils ont utilisé les outils de la 5e République pour pouvoir, voilà. Et depuis le début, ils les utilisent peut-être à outrance. D'autres présidents ont été un petit peu plus subtils à ce niveau-là avant. Enfin, d'autres exécutifs ont été plus subtils. Mais en soi, c'est les outils de la 5e République qu'ils ont utilisés. Et c'est pas surprenant qu'ils l'aient fait de cette manière. En fait, ils auraient très bien pu juste vider complètement voilà, les articles de leur substance et faire passer quand même la chose en disant oui, on est revenu sur certaines choses. Enfin, ils auraient pu faire ça aussi. Oui, mais bon. Ça aurait été du foutage de gueule. Et une perte de temps. Et une perte de temps. Donc là, au moins, c'est clair. Voilà, ça reste dans la lignée en fait de ce qu'ils font depuis le départ. Donc, on a bien compris que tu étais très contre cette réforme. Tu t'es beaucoup mobilisé d'ailleurs contre cette réforme. Oui, j'ai beaucoup. T'as fait quand même quelques manifestations. Voilà. Tu t'es mobilisé dans Paris. C'est parce que je voulais montrer que je n'étais pas d'accord. Voilà. C'est tout à fait légitime. Parce que j'estimais qu'il y avait d'autres... voilà, tu as rappelé les autres types de propositions. Et aussi le fait que l'exécutif a très peu reçu les syndicats et ne les ont pas du tout pris en compte et ont fait comme si rien n'avait été proposé. Bien sûr. Ce qui est faux. Donc voilà, tout ça cumulé, la frustration aussi par rapport au déni de démocratie, comme vous le dites. Tout ça réuni. Tu as participé à la dernière mobilisation, celle du 6 juin? Oui. Et est-ce que penses-tu qu'on a assisté le 6 juin dernier au chant du cygne de la mobilisation, c'est-à-dire à la der des der, une sorte de baroud d'honneur des syndicats? Ouais. Alors en général, un chant du cygne, c'est l'apothéose. Là, c'était pas le cas. C'est la manifestation, enfin la mobilisation où il a eu le plus faible taux de participation. Je trouve qu'elle a été peut-être peu relayée. En plus, on va dire que ça n'a pas été suivi par on va dire les organismes habituels. Je pense notamment à la RATP. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation en fait des organismes habituels. Donc c'était un peu décevant, mais pas surprenant en même temps. C'est compliqué en fait de maintenir ce bras de fer en fait. Faire se mettre en grève, c'est ne pas recevoir son salaire. Donc je veux dire, on a fait beaucoup des mobilisations et c'est compliqué. Donc voilà. Après, il y a toujours des frustrations en fait au niveau de du déni de la démocratie, l'inflation, et puis aussi la hausse, le creusement des inégalités. Donc ces frustrations peuvent générer de nouveaux mouvements par la suite. Donc Benjamin, toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que à la rentrée va encore être chaude pour le gouvernement ou je pense que les 4 prochaines années, les 3 prochaines années le seront. Hein. Ouais. Moi, je tiens à dire que j'ai manifesté aussi. La dernière fois que j'ai manifesté, c'était la manif pour tous, donc ça remonte. Oui. Eh oui, il a manifesté pour la manif pour tous, Maïté. Excusez-moi, je suis catholique. C'est beau, Benjamin. Il est catholique. Mais plus sérieusement, alors moi j'ai manifesté peut-être pas pour les mêmes raisons. J'ai surtout manifesté puisque en tant que LR depuis maintenant 2016, c'est surtout le manque de respect profond pour on nous a appelé la béquille de la majorité qui m'a profondément déçu. C'est-à-dire qu'on a eu une attitude c'est une référence
sombre, mais pour ceux qui l'auront, de François Léotard dans Les Guignols, où en fait, si vous faites cracher dessus, vous vous excusez d'avoir été sur le passage du crachat. Ça a été exactement notre situation et moi ça m'a profondément déplu et ça a été l'une des raisons, et ça et le manque de respect évident du gouvernement, ça a été la raison pour laquelle je suis allé manifester. Et a-t-on observé la fin des manifestations pour la réforme des retraites? Je pense que oui, ou il y en aura encore de façon ponctuelle, mais ce ne sera pas suivi, etc. Pour d'autres sujets, je pense pas, je pense qu'il y en aura d'autres. Et le gouvernement aura l'occasion, je pense, encore de subir, jusqu'en tout cas 2027, des mouvements sociaux. Et vous aurez peut-être l'occasion de vous retrouver tous les deux dans une même manifestation d'ici là. Eh bien, pourquoi pas. La vie est belle, hein, comme quoi. Je ne Hein. sais pas quel sujet amènera ça, Ah, mais... alors là. Théo, un dernier point avant de faire Ouais, une petite pause. on a Thomas qui était très investi là et qui nous a envoyé des messages à propos du fonds de réserve de retraite à hauteur de 150 milliards qui ne serait pas utilisé et du coup, pour lui, ça aurait dû être utilisé pour compenser. Qu'en pensez-vous? Benjamin? En fait, il a été utilisé, mais pas pour les retraites. Il a été utilisé parce que, en fait, on ne sait pas utiliser l'argent en France, on l'utilise très mal, et du coup, on a vidé petit à petit. Mais globalement, il existe, hein, mais il n'y a pas 150 milliards dessus. Très bien, ta réponse, Thomas. D'autres réactions peut-être Bah non, il y a un débat qui se passe entre Thomas et C'est la contre-soirée. oui et quelqu'un que je ne dirais pas son pseudo, mais Pourquoi sinon, donc bon, il s'appelle Lega et ça finit par BITE, voilà. Vous ferez votre avis. Eh oui, dans notre live, il y a parfois des noms un peu saugrenus, ça arrive. Mais bon, c'est bien, le débat se fait également sur le Ouais, live tout et à c'est fait. très bien là-dessus. On va faire une petite pause de 2-3 minutes. Et puis après, on va attaquer pleinement la deuxième partie. Merci d'avoir déjà été présent pour la première partie, d'avoir été de force et vigueur, de proposition d'esprit. Et puis la deuxième partie dans quelques minutes, donc, où on va parler de la précarité étudiante et de la condition économique des étudiants, avec un beau débat qui s'annonce et plein de toutes petites questions. Merci, à tout de suite. Merci.
Ok, on se retrouve après quelques minutes de pause pour que nos deux tribuns puissent boire un verre d'eau, survivre, exactement, avec ces fortes chaleurs. Et on va parler maintenant de ce grand dossier, de ce grand dossier de deuxième partie lié aux ressources économiques des étudiants et plus principalement à la précarité étudiante. C'est un sujet de fond, c'est un sujet qui touche les étudiantes et les étudiants. Sujet majeur, on voulait le traiter avant cette fin d'année, on sait que c'est une période compliquée aussi au niveau du budget, au niveau économique pour les étudiants, et donc forcément on espère que ce débat pourra nourrir quelque chose aussi, et c'est important de débattre avec Benjamin qui est encore étudiant, et avec Maïté qui a vécu cette période étudiante il y a quelques années, et qui va pouvoir nous faire un retour d'expérience là-dessus. Et on va introduire ce débat par une question de fond. Est-ce que la vie est trop chère aujourd'hui quand on est étudiant en France, notamment en comparaison avec nos voisins européens? Est-ce qu'on s'en sort pas trop mal finalement, ou est-ce que la France est quand même en retard? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés par rapport à cette question économique? Benjamin. La vie est chère pour tout le monde, de façon générale aujourd'hui. Les étudiants évidemment ne sont pas épargnés. Mais leurs parents non plus, leurs grands-parents non plus, et malheureusement leurs enfants probablement pas. Maintenant sur la question purement étudiante, est-ce que la vie est trop chère? Oui et non. En fait, il y a de profondes inégalités entre ceux qui gagnent le moins et ceux qui gagnent le plus. En moyenne, un étudiant gagne 538 € par mois. C'est évidemment en dessous du seuil de pauvreté, mais en comparaison, la plupart des étudiants ont aussi des dépenses bien moindres. À part les dépenses de logement, qui représentent grosso modo plus de 40% de leurs dépenses mensuelles, on a effectivement la nourriture, qui, en période, comme on le connaît aujourd'hui, inflationniste, impacte énormément nos vies. Voilà. Et on a aussi des dépenses plus ou moins exogènes, ça dépend des régions, etc. On peut avoir le pass Navigo ici, qui va augmenter d'ailleurs en septembre. On peut avoir les passes pour les bus, qui sont plus ou moins remboursés. Donc ça dépend véritablement, d'une part, des étudiants, et ça dépend ensuite de savoir s'ils sont soutenus par leurs parents ou s'ils sont autonomes. Maintenant, est-ce que la vie est trop chère pour les étudiants? Je pense pas. Enfin, en tout cas, en France, je pense pas. Je pense que beaucoup d'étudiants s'en sortent. Pas tous, évidemment. Mais beaucoup d'étudiants s'en sortent. Et il faut aussi se poser la question de savoir quelles sont les dépenses prioritaires. Je dis pas que la plupart des étudiants gèrent mal leur argent. Mais simplement, il y a des dépenses qui sont prioritaires quand on est étudiant. Et il y en a d'autres où je pense qu'il faut faire parfois l'impasse, et certains ont tendance à malheureusement ne pas le faire. Ouais, mais même si effectivement il y a des priorités, quand on est étudiant, on a une charge de travail immense, et c'est pas faire des priorités, mais on a le droit aussi de sortir, on a le droit aussi de faire des visites culturelles. Et est-ce que justement, quand tu dis on s'en sort, ouais, on s'en sort parce que, enfin, des étudiants s'en sortent parce qu'ils arrivent à boucler leur fin de mois et à assurer le loyer, etc. Mais ils peuvent pas faire de sorties, ils peuvent pas faire de sorties culturelles, ils peuvent pas aller en boîte, par exemple. Ça fait aussi partie d'une vie étudiante. Et donc, c'est quand même grave aujourd'hui qu'on puisse pas s'accorder, que beaucoup d'étudiants ne puissent pas s'accorder aussi tous ces plaisirs-là et doivent faire des sacrifices. Dans un pays comme la France, on ne devrait, à mon sens, pas faire de sacrifices. Et on devrait pouvoir profiter de la vie étudiante comme il se doit. Mais même sur un plan philosophique, ça fait des souvenirs, la vie étudiante. Voilà, ça fait des... Mais je dis pas le contraire, mais il y a des activités qui peuvent être faites et qui sont très peu chères, voire gratuites. Quand on a moins de 26 ans, les musées publics sont gratuits. Quand on va au cinéma, il y a des places étudiantes qui sont à tarif réduit. Quand on va dans un bar, soit il y a des tarifs pour les étudiants, ou après évidemment il y a l'happy hour, etc. Je dis pas qu'il faut pas sortir. Je dis simplement que si on compare à d'autres pays, les dépenses que peuvent avoir les étudiants allemands, britanniques, bon, américains c'est autre chose, comparé aux étudiants français, je considère qu'on est quand même pas les plus mal lotis. Oui, sur ces questions-là, bien sûr. Maïté. Oui, alors on va dire qu'au niveau européen,
on est quand même assez moyen en fait. Comme sur Par tout. rapport aux autres, oui, mais par rapport aux autres pays, en fait, là où on est plutôt bon, c'est et encore, je pense que dans le tableau que j'avais, ils n'ont pas repris le CPEV, c'est ça, enfin, qui est en fait parce que bon, moi je suis un peu plus âgée que vous, donc du coup j'avais pas, enfin j'ai pas fait mes études en 2018 et je sais qu'on vous a mis depuis 2018 le CPEV qui sont peut-être comme des frais d'inscription déguisés et qui augmentent La en CEVEC plus. La CEVEC, oui. La Sénèque. La CEVEC. La CEVEC, pardon. Oui. qui n'est pas payé Et- par les étudiants boursiers. C'est ça. Mais pour autant, en fait, dans la précarité, il n'y a pas que les boursiers. En fait, il y a aussi ceux qui ne sont pas aidés en fait par leurs parents. Et ça, c'est un nombre non négligeable. Puis aussi, par rapport à ce que tu disais, par rapport peut-être au financement de sortie ou la mauvaise allocation du budget, au final, statistiquement, l'OVE a essayé de regrouper et de faire une analyse sur ça. Et en fait, les étudiants ne dépensent pas forcément plus que les autres, en fait, que leurs aînés, en fait, voire même ils dépensent moins en sortie et autre chose. Donc en fait, c'est pas, je crois pas que ce que tu disais était vraiment un sujet en soi, en fait. Euh, c'est en fait la précarité pour les 18-24 ans, elle est assez énorme en fait. Si tu regardes au niveau des statistiques de l'INSEE, pour ceux qui sont entre 18 et 24 ans et qui n'habitent pas chez leurs parents, qui ne sont pas cohabitants, en fait, tu as 27% qui sont sous le seuil de pauvreté. Et c'est le taux le plus élevé. En fait, après, c'est pour les 25-29 ans, en fait, ça passe à 15,7%. Donc, en fait, c'est un sujet qui est très important. Peut-être que tu l'as pas vu dans les universités que tu as fréquentées. Mais c'est... Enfin, moi, j'avais des camarades, par exemple, qui à la fin de mois, n'avaient plus que... voilà, 40 euros pour... fin de mois, plutôt le 15 du mois, avait plus que 40 euros pour finir le mois, ou n'avait même pas assez pour s'acheter à manger, en fait. Et heureusement, ils arrivaient parfois à se débrouiller pour rentrer chez leurs parents, qui leur filaient des pâtes, des conserves. Mais ça reste un sujet assez dur. Alors, j'ai eu l'occasion, effectivement, de les rencontrer pendant, cette année un peu moins évidemment, pendant 3 ans. Effectivement, il y en a qui sont sous le seuil de pauvreté, mais ne sont pas prises en compte dans ces calculs-là les aides potentielles qu'ils pourraient avoir. Il y a une méconnaissance des aides exceptionnelles. C'est d'ailleurs le travail normalement d'un syndicat étudiant, c'est d'avertir les étudiants là-dessus. Chaque année, on estime qu'il y a environ une dizaine de millions d'euros qui ne sont pas utilisés dans les fonds d'État d'urgence, qui sont dédiés à ces étudiants et qui finalement, à la fin de l'exercice fiscal, sont renvoyés dans un autre budget. Donc effectivement, il y a, pour le coup, je dois reconnaître, un manque de connaissances. Après, une fois de plus, il y a des étudiants très précaires, j'en suis conscient. La question qu'il faut se poser aussi, c'est la question de la redistribution des bourses, la question de la CEVEC. Moi, personnellement, j'ai toujours milité pour la supprimer. Je considère que c'est une taxe, d'une part, injuste. Je vois pas pourquoi on la paierait, surtout quand la plupart du temps, malheureusement, on ne voit pas les résultats concrets. Hein. C'est la contribution pour la vie étudiante et campus, quelque chose comme ça. Oui. Personnellement, je vois juste le petit logo sur les affiches du Crous et après, je ne vois plus rien. Et j'ai eu l'occasion de siéger dans les commissions FSDIE qui redistribuent cette CEVEC. Bon, après, moi, je suis radin, même quand c'est pas mon argent, je vais pas vous mentir. Mais les projets en tant que tels n'ont jamais été pour les étudiants, mais plus pour une association, par une association et uniquement pour ses membres. À la région Hauts-de-France, pour le coup, je prends un exemple que je connais, la question se pose réellement de savoir, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas, alors certains appellent ça détourner, la CEVEC à des fins réellement utiles. Et par exemple, on a des projets qui, de plus en plus, sont réorientés en utilisant de l'argent de la CEVEC, ce qui fait que au moins cet argent, quitte à ce qu'il soit payé, il soit utilisé.
Et en plus de ça, l'État fait, il faut le dire, des économies. Euh, on a, dans les Hauts-de-France, je sais qu'en Ile-de-France, ça ne se fait pas, 100 repas gratuits pour les étudiants boursiers. Plus le restant, si jamais, effectivement, ils sont dans une situation d'urgence évaluée par le Crous, etc. Euh, je ne sais pas honnêtement si j'ai le droit de dire les chiffres, mais ça ne coûte que 9 millions d'euros par an. Je considère que c'est pas particulièrement énorme. Après, sur les revenus bruts, c'est-à-dire à la question des bourses ou de l'aide des parents, malheureusement, quand ce sont les parents qui donnent de l'argent, ça relève plus de l'étudiant lui-même, ça relève plus du pouvoir d'achat, ça relève soit d'une baisse d'impôts, soit d'une augmentation des salaires. Malheureusement, les étudiants ne peuvent pas y faire grand-chose et sont plus des victimes collatérales. Sur la question des bourses, on pourrait aussi effectivement se poser la question, mais je pense que Loïc va poser la question juste après, du nombre d'étudiants tout court. Je dis pas qu'il y a trop d'étudiants, je dis qu'ils sont extrêmement mal répartis et que quand on a un peu plus de 300 000 étudiants l'année dernière qui sont rentrés et qu'on en a un tiers en sciences humaines et sociales et le deuxième tiers qui est soit en droit sciences politiques, soit en sciences dures, mais on peut se poser légitimement des questions de l'orientation. Il y a des gens, je suis désolé, ils n'ont rien à faire à l'université. C'est pas contre eux. C'est simplement que leur place n'est pas là et qu'ils ont été mal orientés ou parce qu'on a considéré que l'éducation était juste un outil pour former les futurs employés et salariés. Oui, bien sûr, même pour eux, c'est d'avoir été mal orientés, ça les pénalise eux d'abord. Donc, ça leur gâche leur vie, il faut le dire. Voilà. Et Maïté ça se passe dès le lycée en fait. Enfin, c'est le problème. Ah oui, ça revient en amont, bien sûr. C'est un problème de fond. Le malheur économique des étudiants n'arrive pas à partir du moment où on est inscrit à l'université et où on va manger au restaurant Crous. Il commence dès le lycée. Parce qu'après, il y a quand même l'importance, enfin, même en fait, d'avoir accès à l'université pour la majorité de classes sociales, en tout cas, c'est important parce que c'est un lieu de formation et politique et citoyenne, en tout cas. Enfin, pour moi, je pense que en fait, le fait qu'effectivement, on pourrait dire les gens sont mal orientés, mais en même temps, des fois, en fait, ça peut sous-tendre une idéologie qui va pour dire certaines classes populaires, elles ne devraient pas aller vers l'université parce que ils n'ont pas les capacités ou le langage ou la culture qui leur permettrait de pouvoir réussir en fait à l'université et du coup après on les réoriente vers des choses plus techniques et ça je trouve ça dommageable en fait, mais bon. D'une part c'est pas parce qu'on est en CAP ou en TUT etc. que pour autant on ne se politise pas et on ne se socialise pas. C'est l'accès en fait. Et ensuite, l'accès, il est fait. Mais le problème, c'est qu'il y a une surdémocratisation de l'université. Moi, je suis pas contre que les classes populaires aillent à l'université. Loin de là. Mais je considère, et c'est un fait, on le voit bien dans les taux d'échec, que tant que rien ne sera fait en amont, on peut envoyer tous les enfants d'ouvriers, tous les enfants d'agriculteurs qu'on veut à Assas. Mais ils vont se casser la gueule dès le premier semestre. Donc je pense qu'il faut d'abord consolider la base avant effectivement d'aller jusque-là. Après, concernant une fois de plus la question des métiers techniques, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont issues des classes populaires qui vont dans des, je vais utiliser le vrai terme, des vraies sciences, plus que réellement des choses un peu plus, on va dire, qui ne sont pas productives. Ce sont généralement les enfants des classes intermédiaires, libérales ou cadres qui vont plus aller se tendre vers la philosophie, le journalisme, le droit. La philosophie, c'est une science dure ? Non, c'est une science molle. Oui, c'est une science molle, oui. D'accord. Après, c'est aussi les choix. En fait, il y a un pragmatisme, en tout cas chez certaines classes sociales, parce que, en tout cas, le but, c'est avant tout d'avoir le travail derrière, en fait. Il y a une conscience de ça. Mais l'université, en tout cas, peut aider à élever une conscience citoyenne, en tout cas. Ah oui, elle peut, mais il ne faut pas qu'elle se sabote elle-même. Oui. Et pour venir à cette question de la précarité étudiante et de ces étudiants français qui, comparés aux étudiants européens,
Voilà, on a quand même un petit peu introduit le débat. Euh, sur le plan économique, faut-il augmenter le montant des bourses et les élargir à d'autres tranches qui parfois se retrouvent d'arien? Ces questions des tranches, c'est un peu compliqué parce que parfois on se retrouve d'arien dans une tranche socio-professionnelle trop élevée et on perçoit ainsi aucune bourse. T'en parlais tout à l'heure de cette question des bourses. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette... est-ce qu'il faut réformer donc sur le fond ce système des bourses parce que bah, ça crée d'autres inégalités. Il y a des gens qui, parce que ça se joue à quelques euros, ne peuvent pas bénéficier de bourses et ainsi se retrouvent beaucoup plus en difficulté parfois que des étudiants boursiers en fin de mois. Hmm. Alors, les bourses sur critères sociaux sont calculées par rapport au quotient familial de la CAF. Donc, par rapport à ce que vous avez gagné sur l'exercice fiscal précédent. À la rentrée prochaine, en septembre, ceux qui vont toucher la bourse, ce sera calculé soit s'ils sont détachés de la fiche fiscale de leurs parents sur ce qu'ils ont gagné l'année dernière, donc en 2022, soit sur ce que leurs parents ont gagné en 2022. La question de faut-il élargir les classes et augmenter les bourses, en fait, ça ne réglera pas le souci parce que on considère que d'ici 2028, là on est à 2,8 millions d'étudiants, on considère que d'ici 2028, on sera à 3, donc ça fait 200 000 étudiants de plus. Ça réglera pas le souci, je veux dire, ça va monter crescendo de façon exponentielle. Une fois de plus, si les gens sont mieux orientés, je pense qu'il y aura moins d'étudiants dans le cycle universitaire général. Et ensuite, ce sera des bourses, par exemple, plus sanitaires et sociales, qui sont différenciées. Hein. Des bourses sur critères sociaux ou des bourses au mérite. Hein. Je ne pense pas que ce soit la solution en tant que telle. Après, c'est exactement le même débat que sur les retraites. C'est est-ce que les bourses les plus hautes, on doit les financer de notre poche ou pas? Pour le coup, je pense que oui. Très sincèrement, en fait, le problème, c'est que effectivement, ça se joue parfois à quelques euros près. Si l'année d'avant, vous avez gagné 25 euros de plus, vous pouvez changer d'une classe, etc. À ce niveau-là, c'est pas directement le système de répartition des bourses qu'il faudrait. Ce serait au lieu d'augmenter le montant général à distribuer, élargir non pas les échelons des bourses, mais élargir les échelons fiscaux. Je tiens à dire quand même que quand vous gagnez 2 000 euros par mois, vous êtes dans la même fiche fiscale de quelqu'un qui gagne 4 000. Il y a quand même une différence entre les deux. Donc c'est plutôt cette question-là qu'il faut se poser. Bien sûr. Et après, sur les étudiants en eux-mêmes, bon, moi je suis par exemple détaché de j'ai ma propre déclaration d'impôt. Je fais des emplois étudiants l'été, et puis bon, les stages sont quasiment pas gratifiés. Enfin, je veux dire, c'est 500 à 700 euros. Pour autant, je dois avouer que c'est quand même une certaine méconnaissance parce que, par exemple, moi, j'ai jamais été plus d'échelon 3. Donc, je dois avouer que de ce point de vue-là, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait puisque, très sincèrement, je ne sais même pas si c'est possible d'être échelon 7 quand on voit les répartitions fiscales, en fait, de la CAF. Peut-être rappeler à nos viewers cette question des échelons pour être un petit peu plus pédagogique. Alors, il y a l'échelon 0 bis, donc ça doit être une centaine d'euros. L'échelon 0, 170, 180. Et en fait, ensuite, ça monte jusqu'à 7. 7, c'est le montant maximum. Donc, globalement, sans caricature, 7, je n'ai jamais compris comment, en fait, comment on calculait d'arriver là, parce que quotient familial doit être négatif. À ce niveau-là, c'est pas possible. Donc, l'échelon 7, c'est le niveau maximum. Ça doit être 720 euros, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a eu une augmentation de 4%, donc de 20 euros. Donc, j'ai un petit doute. Voilà, ce sont les échelons des bourses qui sont calculés sur les quotients familiaux des CAF. Maïté, une réaction au propos de Benjamin? Alors, le calcul sur la fiscalité, moi je pense que c'est intéressant. Après, j'ai pas non plus de notion de comment ça va être réparti par la suite. Mais en tout cas, la seule chose que je tenais à dire, c'est qu'en fait, depuis début juillet, en fait, il y a une revalorisation des bourses à hauteur de 4%. Mais par contre, le sujet, c'est que quand même, notre inflation est à 6%. Donc en fait, ça ne fait pas sens par rapport à l'inflation. Déjà, c'était un point sur lequel je voulais revenir. Et après aussi, effectivement, en fait, les bourses...
ça a l'air d'être un calcul assez étrange, assez opaque. Et je pense qu'il serait bien que les associations citoyennes, les associations étudiantes puissent un petit peu mettre leur nez et revoir en fait le système de calcul. Voilà, c'était ce que j'avais envie de dire. Mais c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux syndicats étudiants qui doivent informer justement de ces questions-là. Ah oui, non, mais alors sachez que, moi j'ai été élu à l'Uni. Sachez que ce soit l'Uni, l'UNEF ou la FAGE, je pense que s'il y a un point qui nous rassemble, c'est qu'on n'a jamais compris comment ça a été calculé. Le seul moment où on se réunissait, le seul moment où cette question-là a été abordée, soit c'était sur le schéma directeur de répartition de la CEVEC, soit c'était sur les fonds régionaux d'urgence, les fonds d'urgence régionaux et sociaux, les FRSU, où bon là effectivement c'était des étudiants. C'était une situation catastrophique. Autrement, vraiment, que n'importe quel syndicat, mais jamais personne. Je pense qu'il faut travailler à la CAF pour comprendre. Hein. Parce que là, il y a quand même 78% des étudiants qui sont exclus des bourses, en fait. Donc, ça semble être un chiffre énorme. Mais c'est bien sûr. Donc, sans compter tout le périple qu'il vous faut. Alors, bon, il y a ce qu'on appelle la garantie visale quand vous n'avez pas de garant. Mais le schéma pour avoir sa bourse, c'est aussi exceptionnel. Il faut d'abord le quotient familial. Il vous faut une déclaration d'impôt, soit la vôtre, soit celle de vos parents. Ensuite, il vous faut savoir si vous aviez gagné des bourses auparavant, si vous aviez votre certificat de scolarité, alors que généralement le dossier se fait avant que vous recevez le certificat. C'est un hasard administratif. Il y a un problème administratif en France, ça on s'en doute bien. Et malheureusement, le système de bourse, tout comme le système, là, hier, il y avait les réponses des logements, est tout aussi catastrophique. Hein. Théo, pour des premières réactions. Ah bah, il y en a eu énormément pendant vos discussions. On n'est pas loin, on est à 16 000. Comment ? On est à 16 000. Je reviens au tout début du débat, où ça partait de 2 questions. Donc la gratuité des transports pour les étudiants, qu'est-ce que vous en pensez ? Et il y a Thomas qui a pris pour exemple la Norvège qui paye les étudiants pour étudier. Et donc voilà, qu'en pensez-vous de ces 2 questions ? Oui, ça c'est incroyable quand même. Que la Norvège déjà produit du gaz et qu'en fait elle n'a pas de problème d'argent, contrairement à nous d'une part. Et qu'ensuite en Norvège on doit avoir à tout casser 300 000 étudiants. Donc effectivement c'est plus facile. Et tu penses que ce système-là ne peut pas se calquer au système français du fait du nombre d'étudiants justement ? La Norvège fait ça parce avec mes concitoyens, je pense que si vous les payez pour aller étudier, ils vont aller soit au mieux aller en amphi et ne pas écouter, soit ne pas y aller. Ça, je suis pas Maïté certaine de ça, mais bon. Ça, en tout cas, pas la majorité. Développe, vas-y. Non. Je vais peut-être juste répondre du coup sur la question de. Ouais, réponds d'abord. Les transports, ouais. En tout cas, en Ile-de-France, quand on voit la qualité des transports, je me dis qu'à ce niveau-là, il faudrait qu'il soit gratuit pour tout le monde. Moi, j'attends toujours le remboursement pour le RERB. Le Navigo qui... Salut Bédada, ça va ? Et c'est un happening surprise. Elle était là la première émission. Magnifique. On la salue. On se voit juste après ? Formidable. Et du coup, oui... tu disais tout à l'heure que le pass Navigo allait augmenter, c'est ça ? Alors moi je le paye 38 à l'heure actuelle, je le paierai 50 en septembre. Donc l'augmentation se fait à partir de septembre ? Oui. Ok, d'accord. Donc merci qui ? Merci Valoche. Ouais. En plus je la vois même samedi prochain. Faut que tu leur envoies un message Twitter. Là. On ne dira pas pourquoi et où. Je t'en prie, vas-y. Non mais donc sur la gratuité des transports, je vois pas où est le problème. Enfin je veux dire... autant quand c'est une question de bus pour les lycéens ou pour les enfants, bon, je vois, voilà, c'est logique. Mais quand c'est un transport en commun où on a quand même une grande majorité d'actifs qui le financent et qu'en plus ça, on fait une comparaison avec la qualité du service, notamment en Ile-de-France, il faut appuyer là-dessus, on peut légitimement se poser la question. Parce qu'en plus ça, il y a un certain frein. Même quand on est en Ile-de-France, on se dit, moi par exemple, j'ai pas le permis. Je me dis, bon, c'est pas grave, je vais prendre le RER, j'ai le métro, j'ai machin là. Intercité. Merci. Je me dis, bon, écoutez, je peux légitimement postuler à Nanterre pour avoir un emploi. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Parce que les employeurs savent pertinemment la qualité
du réseau. Et donc, même aujourd'hui, quand on a un réseau de transport en commun extrêmement diversifié, vous avez des centaines de possibilités, bah vous êtes profondément... c'est profondément inégal, si vous voulez. Et si en plus de ça, les étudiants, y compris les étudiants précaires, doivent payer pour ça, mais attendez, on marche sur la tête à ce niveau-là. Bien sûr. Maïté ? En tout cas, par rapport au transport, la gratuité des transports, je suis plutôt pour. Ouais. En tout cas, c'est une des mesures que je pense qui est faisable facilement. Bon, après, payer les étudiants, clairement, surtout qu'en plus on a une hausse des étudiants actuellement, bon, c'est peut-être pas... Voilà, la France ne pourrait peut-être pas se le permettre. En tout cas, mais parce que, en fait, c'est l'histoire de nombre, tout simplement. Vous n'avez pas le même avis là-dessus. Hein. Pour toi, c'est une question de nombre, alors que oui. toi, pour toi, c'est plus une question que... Ça peut être aussi une question de nombre. Par exemple, quelqu'un qui fait une thèse sur 3 ans, il coûte à l'État... Alors, c'est pas une dépense inutile, attention. Il coûte à l'État 350 000 euros. Une personne. Si vous multipliez ça par 2,9 millions, vous vous posez légitimement la question de savoir, va-t-on financer ça ? Bien sûr. Et surtout, comment va-t-on le financer ? C'est toujours la question. D'autres réactions peut-être sur le live ou... À propos de cette question, ils étaient en mode plutôt, ça va juste, il y en a qui disaient que ça va juste accroître les différences, vu que il y aura d'un côté ceux qui du coup toucheront le salaire et ils pourront vivre de ça, mais ceux qui ont déjà des parents aisés, et bah, toucheront aussi ce salaire, et du coup bah, il y aura toujours un déséquilibre qui se passe. Du coup, quel est votre avis dessus ? C'est exactement la même question que les bourses. Oui, voilà, oui, c'est le même schéma. C'est comme... Enfin, moi, ça me fait penser aussi, par exemple, au fait que, par exemple, les APL, tu vois, elles sont beaucoup plus utilisées par les classes moyennes et les classes supérieures parce que, du coup, en fait, c'est eux qui prennent des logements seuls. Donc, du coup, ils ont droit à ces APL. Et alors que les classes populaires, en fait, elles n'y ont pas accès. Donc, elles ont juste les bourses plus les aides. Et en fait, au final, elles ont pas... Les bourses ne créent pas l'avantage, en fait. Ça s'équilibre quasiment. Donc, en vrai, les inégalités, on aura du mal à les décreuser simplement de cette manière. Il faut vraiment qu'il y ait répartition, en fait, si on veut décreuser les inégalités. Il y a peut-être des partis politiques qui ont justement creusé sur cette question. On y reviendra tout à l'heure, hein, on verra ça et peut-être que des propositions émergeront de cela. On va aller un peu plus dans le fond du sujet. On est quand même, on a bien avancé, mais plus sur la question effectivement de l'alimentation, de la nourriture, etc. En préparant cette émission, j'ai vu un chiffre qui m'a surpris. 56% des étudiants, c'est un chiffre très récent, vous pouvez le retrouver sur internet, il y a de quelques mois. C'est sur lequel je suis tombé. 56% des étudiants, oui, on le trouve très facilement, c'est le premier sur lequel on tombe. 56% des étudiants avouent ne pas manger à leur faim aujourd'hui en France. C'est assez subjugant. Alors quand on est sur le terrain, c'est peut-être pas étonnant, mais quand on est comme ça, pour un viewer lambda, ça peut paraître étonnant. Que pourrait-on mettre en place aujourd'hui pour que chaque étudiant puisse manger décemment en France ? Tout simplement, Maïté. Déjà, revenir sur la suppression du repas à 1 euro pour les non-boursiers. Je pense que revenir sur ça, ça peut être intéressant déjà d'un premier coup, en fait, parce qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de restos U qui proposent des repas à 3,30 €. Mais en fait, tous les campus et toutes les universités n'ont pas forcément de resto U. Ils ont parfois juste des cafétérias. Et les cafétérias, en fait, elles sont soumises au prix du marché, en fait. Bien sûr. Bon, peut-être que c'est un peu... Mais on le voit ici, il y a des bâtiments qui sont dotés de resto U et d'autres qui ne sont pas dotés. Et quand on n'a qu'une seule heure de pause le midi, on n'a pas le temps d'aller dans un autre bâtiment pour aller manger, surtout que la queue est souvent très importante. Donc, ouais. Et déjà, revenir sur refaire les repas à 1 euro, je pense que ça serait quand même assez important. Et après, ça va avec
ça va aller aussi avec la revalorisation des bourses, en fait, pour que ce soit en accord avec l'inflation, déjà. Parce que c'est peut-être ça aussi. Il y a un accroissement, en fait, des étudiants qui n'arrivent plus à manger à leur faim. Ça a été... je pense que la période Covid a peut-être empiré les choses. Bien sûr. Mais, je pense que c'est un peu lié aussi à l'inflation en soi. Bien sûr. Donc, Mais on le trouve où justement ce budget par rapport aux 3,30 €, parce que c'est un financement massif qu'il faut mettre en place. oui, massif. Ça avait déjà été mis en place en fait à une période où Ouais. on a pu le couvrir. Je pense qu'on est tout à fait en capacité de couvrir ça. Benjamin, Beaucoup de choses à dire sur cette question. mais je t'en prie. Moi, je viens d'Amiens. À Amiens, Somme. on a Jean-Pierre Pernaut. entre autres. En fait, il y a une citadelle comme à Lille qui est maintenant reconvertie en université. C'est là qu'on a les UFR d'histoire principalement et de sciences humaines de façon générale. Et effectivement, la question s'est posée de mettre un restaurant universitaire, puisque pour faire un rapide parallèle, les étudiants qui sont à la citadelle, qui sont environ 5 à 6 000, en fait, descendent en centre-ville pour manger dans mon restaurant universitaire, c'est-à-dire ceux des droits à Sciences Po, qui du coup vont manger dans ceux des sciences, et le prochain, il est à 4 km au sud, chez les étudiants en STAPS. Ça, le principal problème qui s'est posé, c'est une question plus foncière. Il y a une loi qui est passée sur l'artificialisation des sols, et qui limite grandement les potentiels fonciers des sols, et ils font augmenter les prix. La question de la... Simplement revenir sur ce point d'artificialisation des sols, qu'est-ce que c'est pour c'est nos en viewers? fait neutraliser le sol pour y installer une chape de béton pour pouvoir construire un bâtiment. Ok, voilà. La question, en fait, elle est intéressante puisque à l'inverse des bourses, la question de la nourriture est gérée quasiment à 100% par les Crous. C'est extrêmement disparate d'une académie à l'autre. Nous, à Amiens, on s'en sortait plutôt bien. Même très bien, il faut le dire. À Rennes, par exemple, Louis Boyard avait mis en avant la question du rationnement. Il y avait la question du rationnement où vous aviez une cuillère, pas plus, de purée, une saucisse par... Et ça, c'est assez parlant quand, justement, 56% des étudiants ne mangent pas à leur faim, alors même qu'ils mangent dans les restaurants universitaires. Moi, personnellement, j'ai pu voir les conséquences du repas 1 € pour tous. Elles n'ont pas été négatives en tant que telles, hein. Il n'y avait pas eu ce souci-là. C'était plus un problème d'organisation et un problème de... comment expliquer ça, de quantité. C'est-à-dire que d'une part, comme les horaires n'avaient pas bougé, dès le restaurant universitaire ouvrait à midi, dès midi 15, vous aviez la queue dehors. Ce qui fait qu'à 14h, quand ça fermait, des gens n'avaient pas mangé. Que faut-il faire pour les envoyer à la cafétéria et payer 5 € un muffin? Bon, voilà. Sur la question ensuite de la quantité, ça s'est fait dans l'urgence, ça avait malheureusement pas été assez réfléchi, mais nous on a eu des situations où le jeudi midi vous preniez une partie du jeudi soir parce qu'il y avait trop de monde, et du coup le vendredi midi, le jeudi soir vous preniez la partie du vendredi midi, ce qui fait que là où la plupart du temps le vendredi soir, ce qui se fait dans beaucoup de crous, vous aviez la nourriture restante qui était redistribuée gratuitement aux étudiants les plus précaires, vous n'aviez plus rien. Dès 19h vous n'aviez plus rien. Moi personnellement, le repas à 1 €, je suis pas particulièrement contre. Honnêtement, je vois pas où est le souci, puisque de toute façon, plus vous achetez, moins ça vous revient cher. C'est du prix au gros. Après, je peux comprendre l'incident financier. Tous les crous n'ont pas les mêmes revenus. Hein. Le crous de Versailles, si vous la comparez au crous de, je sais pas, Créteil. Par exemple, le crous de Créteil. Ça n'est absolument pas le même revenu et ça se compte en millions d'euros. Et pourtant, géographiquement, ils sont très proches. C'est ça. Mais ça dépend de plein de choses différentes. Il y a une solution qui avait été proposée par l'UNI, ça a même fait l'objet d'une proposition de loi qui avait été malheureusement abandonnée, qui était la création d'un ticket restaurant étudiant à valeur de 6,60 € que vous pouviez utiliser donc comme un ticket restaurant, c'est-à-dire que vous en avez 19 pour un mois, donc ça vous fait 19 repas, un acheté, un gratuit quelque part, puisque le repas serait restauré à 3 tentes, donc les restaurants universitaires ne perdraient pas d'argent, et vous gagneriez 3,30 € gratuitement. La question était, pourquoi pas, de le financer avec la CEVEC, par exemple.
Et puis enfin, la dernière question qui se pose en matière de nourriture, c'est effectivement c'est très grave que 56% des étudiants ne mangent pas à leur faim. Mais aussi, il faut savoir que mangent-ils quelle qualité voulons-nous dans la nourriture des étudiants? C'est aussi une question qu'il faut se poser. C'est une question c'est un problème de santé publique quand sûr. on a des personnes de plus en plus obèses, notamment chez les étudiants. C'est une question qui est légitime, qui n'a pas particulièrement de rapport, encore que par rapport au prix. Effectivement, acheter local, c'est bien, mais acheter local, ça coûte cher. Donc sur la question globalement de la restauration, je pense qu'il y a énormément de solutions qui ne sont pas particulièrement onéreuses ou très peu, et où soit par peur, soit parce qu'on préfère mettre de l'argent ailleurs, on décide de mettre un petit peu la poussière sous le tapis. Bien sûr. Maïté, sur cette question de ticket restaurant étudiant, premièrement, et puis sur cette question aussi de santé publique. Et c'est véritablement un problème de santé publique. Ça, c'est vrai, mais en même temps, ça reste compliqué en fait à mettre en place, parce que je sais que, moi, quand j'étais étudiante, en tout cas, j'ai été à l'université de Caen, où en fait, effectivement, ils avaient des partenariats avec des agriculteurs locaux. Et en fait, c'était, vraiment, ils avaient souci de faire venir de la nourriture de qualité, bio, pour les étudiants. Mais en fait, comme on est actuellement dans une période un petit peu de crise, malheureusement, je ne sais pas si toutes les universités arriveront à avoir les partenariats au prix, en fait, pour pouvoir proposer des prix attractifs pour les étudiants, notamment la solution à 1 euro. Pour revenir à l'idée de ticket restaurant, je pense que ça peut être une bonne idée, à voir comment c'est mis en place, quel montant. Et puis toujours à voir par rapport aux différents syndicats étudiants, s'ils sont d'accord en fait entre eux. T'as vu des échos toi par rapport à cette proposition cette proposition de l'Uni? Est-ce que les autres syndicats étudiants étaient plutôt pour et rejoignaient Non, parce que c'était les fachos qui proposaient ça, donc malheureusement ils s'y opposaient. Mais pourtant il y avait tout un schéma où c'était financé en partie par la CEVEC et par ensuite une partie les Crous et les régions. Je rappelle que la région Hauts-de-France offre 100 repas gratuits à tous les étudiants boursiers, que vous soyez 0 bis ou 7. D'accord. Sans distinction. Ça a permis à... j'ai le dossier dans mon sac, mais ça a permis, grosso modo, à un petit peu plus de 60 000 étudiants de se nourrir. Sans repas gratuit. Donc, on avait eu des échos concernant le ticket restaurant étudiant, où beaucoup de gens étaient contre, parce que pour eux, ça ne répondait pas à la question. Si vous voulez, il y avait une certaine vision de la part des gens qui étaient opposés à cela, que l'argent était, c'est comme dans Harry Potter, on le fait apparaître et puis il n'y a pas de souci. La stratégie principale, en tout cas à Amiens, je ne sais pas ailleurs, la stratégie principale de l'UNEF, c'était, mais plus on va appauvrir le Crous, plus on va forcer l'État à remettre de l'argent sur la table. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. J'entendais rigoler un petit peu dans les coulisses en régie là. Quelle réaction on a dans le chat? Alors non, il parlait de plein de sujets, mais nous, on rigolait d'autre chose. C'était pas vraiment ça. Il y a eu une longue discussion à propos de l'utilité ou non des doctorants. Donc, parce que ça a fait réagir tes 350 000 euros payés. Ce qui paraît, il y en a un qui n'est pas d'accord. C'est 350 000 euros pour le fait que le doctorant puisse vivre décemment, être logé, pouvoir se nourrir et pouvoir financer ses études en fait. Et encore, ça c'est un doctorant en France. Vous imaginez pas le prix quand il part aux États-Unis. Très bien. Il y avait aussi d'autres sujets plus légers, où il y avait Monsieur Berthollet qui disait qu'il y avait 51% des Français qui étaient obèses ou en surpoids, et du coup il proposait plus de salade pour le Crous. Et Quentin qui préconisait... Quel observateur ce Monsieur Berthollet. Il préconisait un abonnement gratuit au fitness park pour tous les étudiants, voilà. Alors c'est techniquement déjà possible, puisque quand vous êtes étudiant, vous avez 50 € gratuits pour toute activité sportive, pour acheter une licence, etc. Basic Fit, ça coûte 20 par mois, donc vous avez au moins 2 mois gratuits, sachant que les 4 premières semaines sont offertes. Voilà, vous faites le rapport. Si vous avez besoin de conseils en fitness, Monsieur Grenier est là. Il fait des permanences le jeudi après-midi. Coach sportif, ouais. Voilà. On va parler maintenant
d'une question un peu plus politique, parce que toute cette question étudiante, est-ce qu'aujourd'hui il y a un parti politique qui a vraiment pris à bras le corps cette question étudiante et qui a fait des propositions concrètes, réalisables en ce sens, sur cette question étudiante? Maïté. Pour moi, en fait, c'est pas forcément un parti politique qu'il faut voir. En fait, en soi, faut déjà se tourner vers les syndicats étudiants qui font énormément de propositions. Mais par rapport à En la vérité. dernière présidentielle, par exemple, est-ce qu'il y a sur cette question étudiante, il y a eu des... En fait, effectivement, il y en a plusieurs qui en ont parlé, mais en fait, tous parlent. Je veux dire, même Emmanuel Macron avait dit qu'il ferait quelque chose, en fait, et alors que son bilan est assez désastreux. Et en fait, en soi, je veux dire, tout parti politique va faire des propositions, va dire qu'il pourra les mettre en place, mais une fois à la présidence, est-ce qu'on est sûr qu'ils vont les mettre en place? Est-ce qu'ils vont le faire? Je veux dire, François Hollande aussi avait donné plein d'idées. Pour moi, cette question, en fait, elle n'est pas... Enfin, certes, elle est intéressante, mais en fait, dans les faits, c'est souvent des bons mots. En fait, Oui, parce mais qu'on tu observe le en dis. fait depuis 40 ans que les inégalités en tout cas se creusent et que la précarité étudiante devient de plus en plus forte en fait, parce que c'est des choix politiques qui ont été mis en place. Donc après, je veux dire, effectivement, il y a je pourrais te dire que certains partis politiques ont donné des propositions, mais après, à mon sens, une fois élus, je suis pas certaine qu'ils les mettront en place, comme beaucoup d'autres choses. Donc, Il y a les paroles et les actes. c'est ça, Voilà. parce qu'en fait, si tu regardes, par exemple, Emmanuel Macron, il a fait beaucoup de discours à ce niveau-là, et c'est celui qui a investi le moins, en fait, depuis les 3 derniers présidents, en fait. Bon, après, parce qu'il y a eu l'augmentation du nombre d'élèves, aussi, c'est corrélé. Par exemple, si un investissement par étudiant, Emmanuel Macron a investi à peu près a baissé en fait de moins 31 € par étudiant par an en fait. Donc, en fait, en soi, voilà, pour moi, les partis politiques font des belles phrases, mais on veut des faits concrets. En fait. Mais tu as raison de pouvoir le dire, c'est justement, bien sûr. Benjamin, sur cette question des partis politiques. Comment dire Bon, déjà, moi, de mon côté, la question est vite répondue. À droite, on s'en fout des étudiants. Enfin, je veux dire, globalement, rien à foutre. Vraiment, que ce soit de Reconquête jusqu'à Macron. Comment Brésil, pas Brésil. Oui, voilà, c'est ça. Très belle référence, Théo. la- On sent le... La question, c'est pourquoi Parce que les jeunes votent. Voilà, tu diras parce que les étudiants se mobilisent pas. Alors si, ils se mobilisent. Enfin, Ils se mobilisent coup-ci, coup-ça. Moi, je suis très fier de dire que j'ai été élu pendant 3 ans. Il y a 44 000 inscrits, il y a 1100 votants. Voilà, j'ai été élu pour 44 000 étudiants. J'ai été élu par 600 personnes. Oui, enfin, c'est un amphi, quoi. Sur un territoire, quand même, la Picardie, c'est pas non plus une petite région. Donc, globalement, on peut se poser la question. Les étudiants ne se mobilisent pas. C'est pas une force politique, c'est pas une force qui peut influer, qui peut faire du lobbying. Quand ils se mobilisent au travers des syndicats, vous avez 3 positions. Soit vous avez la position de la FAGE, en fait, qui est pro-gouvernement, mais principalement pour garder ses avantages. La FAGE est majoritaire partout, au Knesser, au CNUS. Même quand il y a des réunions au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est la FAGE qui est majoritaire. Quand il s'agit de l'UNEF, ils ont les mêmes revendications que les partis politiques. Ils se font plus l'écho des partis politiques que réellement une force d'influence au sein de ceux-ci. Et quand vous avez les syndicats de droite, notamment l'UNI, en fait, il n'y a que l'UNI, soit ça sert pour des individualités, c'est-à-dire j'ai été élu, je vais pouvoir monter. Globalement, ça a été mon cas, je ne vais pas mentir. Soit ils sont juste utilisés par les partis de droite comme étant une force pour aller coller des affiches tous les 5 ans.
les étudiants en fait sont les cocus de cette histoire. Donc d'une part se mobiliser plus, être force de proposition réalistes, et puis ensuite des gens voir. Moi j'ai pas de problème avec le lobbying, je vois pas quel serait le problème pour que des représentants étudiants, locaux, etc. Moi de mon côté, une fois de plus, je suis très territorialisé, hein. Ça se fait beaucoup. L'UNEF va voir Ruffin, nous, voilà. Et puis la FAGE va voir Barbara Pompili. Nous, c'est soit Jean-Philippe Tanguy, soit personne. Donc bon, voilà. Donc si vous voulez, je pense que les étudiants se font avoir dans cette histoire, mais ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est la fameuse théorie de vous pouvez vous plaindre du résultat d'une élection, mais si vous n'êtes pas allé voter, vous êtes les principaux coupables. Je sais Maïté. pas s'ils peuvent se plaindre qu'à eux. En fait, c'est juste une question de nombre aussi. Ils sont pas suffisamment nombreux. Même s'ils se mobilisaient tous, en fait, ils sont pas suffisamment nombreux dans la société. Et enfin, je veux dire, leur voix n'est pas si audible en fait quand on voit qui fait partie des instances de pouvoir où le discours des étudiants passe un petit peu à la trappe. Oui, mais parce qu'à chaque fois c'est bon sentiment et c'est pas force de proposition. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, quand je regarde le programme par exemple de l'UNEF, il est assez complet. Après peut-être que ils font des propositions avec des budgétisations. Peut-être que certains des budgets peuvent sembler irréalistes sur certaines choses, mais en soi, il y a quand même des choses concrètes en fait qui sont proposées. Enfin, je vous conseille je te conseille de le lire. Je les ai bien lus, mais en fait, il y a un principe, il y a un problème majeur, c'est que quand vous êtes élu étudiant, même si vous êtes en majorité, vous ne servez quasiment à rien. Vous avez par exemple, vous avez conseil d'administration du Crous. Vous allez avoir en général, vous avez 10 élus, vous avez une majorité qui est absolue de fait que c'est par proportionnel, vous allez à l'opposition, ça fait 10 étudiants. On peut se dire c'est très bien. Sauf que derrière, vous avez les 12 représentants du personnel, les 7 représentants de la direction, et puis ensuite les 8 ou 9 représentants des différents services. Donc en fait, même si tout le monde était d'accord, malheureusement, localement, ça ne pourrait pas se faire. Ou alors, vraiment, ce serait malencontreux qu'ils soient tous absents. Oui, donc c'est pas juste une histoire de ils sont pas assez mobilisés, en fait. Je pense que les coups de pression sont possibles. Oui, mais ce sera pas, on va dire, vu comment, par exemple, on parle des blocages, qui fait partie, en fait, des façons de se mobiliser, en tout cas... parce que en fait les étudiants n'ont pas de poids, en tout cas en manifestation ou autre, ils n'ont pas de poids puisqu'ils ne bloquent rien à part leur université en fait. Donc forcément ils peuvent pas faire de bras de fer, c'est pas... du coup forcément de fait on va pas les écouter, ce qui est logique. Bon, moi personnellement je comprends les blocages mais j'ai toujours été contre. Oui. Donc... C'est la position aussi de l'UNI. Oui, j'ai trouvé ma voie. Voilà. Un dernier point avec les viewers. Mon cher Théo. Ouais, tu me prends au dépourvu, mais il y a une dernière... À peine. Je te voyais concentré dessus. C'était des problèmes techniques. Voilà, indépendant de ta volonté. Exactement. Il y a une dernière réaction de Mazo Andro qui dit mais finalement, s'ils savent qu'ils vont se faire entarter, aussi bien à gauche qu'à droite, à quoi bon voter honnêtement ? À quoi bon voter, Benjamin ? À quoi bon voter, Benjamin ? Je sais pas. Franchement, Ça te pose une colle, hein ? Oui. Très bien. C'est une question légitime. À quoi bon voter tant que on n'est pas suffisamment mobilisé pour agir. Oui, non, en fait, c'est une colle. C'est une vraie question et pour le coup, c'est. Ça rejoignait un peu Maïté ce qu'il disait tout à l'heure sur le fait on n'est pas assez. On n'est pas assez nombreux. Voilà. On peut pas faire bras de fer, donc effectivement, on sait que on sera pas tout à fait. On sera potentiellement pas écouté. Après, certains partis, font des promesses. Peut-être qu'ils les réaliseront s'ils viennent au pouvoir, mais étant donné que, en fait, aucun président n'est tenu de faire son programme. Donc, en soi, les citoyens peuvent pas.
Si après ils peuvent manifester, mais s'il y a que les étudiants qui sont pas contents, enfin effectivement il y aura rien. Après, je peux retourner la question. Dans ce cas-là, à quoi bon s'engager? Sans parler de vote ou sans parler d'élection, à quoi bon s'engager? Enfin, je veux dire, à quoi ça servira dans ce cas-là? Et oui, Tendrif. Dans ce À cas-là, quoi bon vivons dans s'engager un état libertarien où chacun vit. Il vient de au te poser dépourvu une des colle là, autres. Tendrif. Ah bah il vient de poser la question à quoi bon s'engager justement. Ah bah, vous êtes connectés, décidément. Après, c'est une question de culpabilité. Moi, je pense qu'en tant qu'étudiant, si je m'engage pas ou même un minimum, je m'en voudrais, personnellement. Après, au moins, moi, je dors bien. Les autres, c'est leur problème. Oui, mais c'est après selon les sensibilités de chacun. Puis en soi, malgré tout, localement, on peut toujours faire bouger les lignes. En fait, il y a toujours des petites choses qui peuvent être faites, et effectivement, c'est des petits pas. Une dernière réaction, peut-être? Il y en a plus? Il y en Eh a ben, absolument plus. Eh bien, c'est ainsi que le débat se conclut et par la même occasion l'émission. Voilà. Merci à vous deux d'avoir été présents, Merci. d'avoir mené ce débat avec brio, malgré la chaleur. Vous avez tenu le casque pendant 2 heures, un peu moins de 2 heures, et je n'ai pas réussi, littéralement. Donc je vous remercie pour cela et je vous adresse toutes mes félicitations, vraiment. On a changé la disposition pour la deuxième partie de l'émission, c'était plutôt pas J'espère mal. que ça vous satisfera. J'espère que ça vous a plu et ça vous a N'hésitez pas satisfait. de nous donner vos avis. Voilà, et puis on restera comme ça pour la semaine prochaine, pour la fin de la saison. Et puis on se donne rendez-vous dans une semaine, mercredi prochain. On parlera d'intelligence artificielle. Alors c'est un vaste sujet, j'y connais moi-même pas grand-chose, donc je vais devoir potasser là-dessus. Mais merci à tous d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut!